Bonjour à tous, c'est HD, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui devrait sûrement beaucoup vous intéresser, dans laquelle je vais donc répondre à des questions un petit peu globales que j'ai pu recevoir sur ma boîte mail. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, en ce moment j'ai une charge de travail qui est assez élevée, donc je prends pas mal de temps pour répondre aux emails que je reçois. Néanmoins, voilà, je profite pour faire cette vidéo-là où j'ai identifié 5 questions qui sont, comme je l'ai dit, globales, c'est-à-dire qui devraient vous intéresser et vous aider dans votre parcours si vous voulez travailler en banque d'affaires. Pour finir cette petite introduction, je voulais vous remercier car on est 800 sur ma chaîne YouTube, c'est vraiment top. Ça me motive vraiment à continuer à sortir ce genre de contenu et si vous voulez donc continuer à me motiver comme ça, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, petite intro. La première question que j'ai identifiée est la suivante. Donc moi je vais la lire sur mon portable mais elle devrait s'afficher quelque part sur l'écran. C'est « Si ce n'est pas déjà prévu, pourras-tu aborder le sujet de l'actualité financière et de la manière de la réviser pour les entretiens, entre parenthèses les différentes sources, la régularité adoptée, etc. » Alors c'est une excellente question. Concernant les différentes sources que vous pouvez utiliser, je vous conseille les suivantes. Financial Times, Reuters, Les Échos. Après, il existe d'autres sources qui sont peut-être un petit peu plus techniques, mais néanmoins qui peuvent aussi beaucoup vous aider pour la préparation de vos entretiens, qui sont par exemple Bloomberg ou alors Investir. Certains des sites que je viens de mentionner sont payants. Néanmoins, il me semble que vous avez quelque chose comme peut-être 5 articles par mois qui sont offerts, ou alors vous avez des abonnements pour des étudiants qui sont vraiment à prix réduit, donc n'hésitez pas à en profiter. Après, concernant la régularité, c'est un petit peu comme vous voulez. C'est-à-dire qu'en entretien pour les banques d'affaires, on peut vous poser des questions sur l'actualité, mais ce sera plus concernant l'actualité sur un deal. Pouvez-vous me parler d'un deal dans la tech, par exemple, plutôt que l'actualité sur un sujet d'actualité. Néanmoins, c'est vraiment super important d'avoir cette culture-là un petit peu de l'actualité, de suivre l'actualité de près, car quand vous allez pouvoir parler d'un thème, par exemple, je prends un exemple de la tech, vous allez pouvoir illustrer cet exemple-là et donc parler de différents acteurs de cet environnement. Vous allez pouvoir dire si ce secteur-là ou ce marché-là est en pleine croissance ou non, aussi différentes choses qui ont pu l'impacter, enfin bref. Connaître un petit peu un secteur en particulier et le suivre de près, c'est quelque chose qui peut vraiment vous être bénéfique pour votre entretien en banque d'affaires. Concernant la régularité, vous pouvez soit regarder ça toutes les semaines, ou vous pouvez regarder ça aussi quotidiennement. Alors je suis conscient que c'est un petit peu plus difficile, mais voilà, ce que je vous conseille, c'est de toutes les semaines, à la fin de la semaine, de regarder un petit peu les grandes choses qui sont passées d'un point de vue financier ou même d'un point de vue global dans le monde. Et le petit tips que j'ai à donner, c'est un podcast, donc c'est Daily Financial Times, je crois, qui dure environ une dizaine de minutes, qui est quotidien et dans lequel il parle de toutes les actualités, que ce soit financières, mais aussi donc, globales, dans le monde, sous un format très dynamique et surtout donc, très court, très concis, qui va droit au but, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui vous permet de suivre quotidiennement l'actualité. La seconde question dont j'ai choisi de parler aujourd'hui est la suivante, donc comme d'habitude elle devra s'afficher quelque part par ici et je l'ai trouvée vraiment super pertinente. Souhaitant faire du M&A, vaut-il mieux viser une petite boutique M&A Small Mid Cap? Donc pour les personnes qui ne sont pas familières, Small et Mid Cap, ça veut dire conseiller des petites sociétés ou alors conseiller des moyennes sociétés, Small Mid. Je reprends. En première partie césure, puis tenter une grosse banque en seconde partie ou passer de l'audit Big Four en première partie, puis une grosse banque en seconde. Dans la perspective également de postuler au Summer, sachant qu'un Big Four a un meilleur brand name qu'une petite boutique M&A. Alors la personne a déjà commencé à donner des éléments de réponse à sa question. Cette question, comme j'ai dit, je l'ai trouvée vraiment super intéressante. Et la réponse à cette question est « ça dépend ». Ça dépend pourquoi. Si l'autre objectif, c'est de postuler au Summer, dans ce cas-là, c'est vrai qu'en première partie de césure et même en seconde partie de césure, même si vous n'effectuez pas vraiment de l'investment banking, donc que ce soit du M&A, ECM, DCM, etc., il vaut mieux privilégier un brand name plutôt qu'une petite boutique en M&A par exemple.
Pourquoi? Car tout simplement quand eux ils vont recevoir 2000 CV, c'est des mots-clés qui vont sortir. Donc si vous avez fait EY, Deloitte, KPMG, etc., c'est des choses qui vont vraiment sauter à l'œil, on va dire, de l'algorithme ou alors de la RH qui va suivre, qui va plutôt recevoir votre CV, plutôt qu'une petite boutique que les RH de Londres ne connaissent pas. Néanmoins, j'utilise beaucoup ce mot, mais je préfère nuancer ma réponse, et c'est ce que j'ai répondu à cet email-là. Si votre objectif est de travailler dans une banque d'affaires en France, dans ce cas-là, je pense qu'il vaut mieux, rien que pour vous, déjà de tester, de savoir si le M&A vous plaît ou pas en première partie césure, et donc d'effectuer un stage dans une petite boutique small mid cap en première partie césure, pour ensuite effectuer dans une grosse banque d'affaires votre seconde partie césure. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si vous effectuez un stage en M&A dans une petite boutique, ça vous ouvre vraiment toujours des portes pour les plus grosses boutiques. La troisième question que j'ai identifiée est la suivante. Petite question, qu'est-ce qu'on peut faire après un stage en M&A? Est-ce qu'on est obligé de continuer en banque d'affaires ou existe-t-il d'autres métiers que l'on peut effectuer? C'est vrai que j'en ai pas mal parlé concernant dans la vidéo les avantages en M&A qui devraient s'afficher quelque part par là. Ce qui est cool, c'est que quand vous effectuez une expérience en M&A, donc vous allez voir, vous allez beaucoup travailler, mais vous allez apprendre beaucoup de choses et surtout, ça va vous ouvrir énormément de portes. Donc si cette expérience-là vous a plu, si l'expérience dans une petite boutique ou en banque d'affaires en M&A vous a plu, alors vous allez pouvoir targeter un plus gros poisson, donc aller dans des plus grosses banques, dans des plus grosses structures. Mais si cette expérience-là ne vous a pas plu, c'est pas grave, dites-vous que ça vous a ouvert, ça vous a permis donc d'ouvrir de nouvelles portes et vous allez pouvoir faire vraiment une multitude de métiers, enfin un large panel de métiers. J'en ai déjà cité beaucoup, mais vous allez pouvoir tenter votre chance pour effectuer un stage en private equity. Vous allez pouvoir travailler par exemple dans une direction financière d'une société, donc que ce soit en stratégie, en M&A, en financement de projet. Vous allez pouvoir, même si vous voulez, travailler en audit dans un Big Four. Enfin bref, voilà, vraiment ça vous ouvre beaucoup de portes et ne vous inquiétez pas. Si l'expérience que vous avez effectuée en M&A ne vous a pas plu, c'est pas grave et vous allez pouvoir rebondir sur quelque chose d'encore mieux, enfin du moins de votre côté pour vous, en seconde partie césure par exemple. La quatrième et l'avant-dernière question de cette vidéo est la suivante. J'ai une opportunité dont j'entends très peu parler en France qui est de passer l'examen du CFA niveau 1 d'ici la fin de mon bachelor. Est-ce que selon toi cet examen est un bon atout pour trouver des stages / master en France? Il est sûr que c'est toujours un plus, mais cela me demande une grosse quantité de travail, donc est-ce que ça vaut le coup? Alors c'est une très bonne question. Pour toutes les personnes qui ne savent pas ce que c'est que le CFA, je vais mettre le logo quelque part par là. C'est tout simplement en fait une sorte de diplôme que l'on peut obtenir. Il y a trois on va dire, étapes pour ce diplôme. Le CFA de niveau 1, quand on passe le niveau 1, ensuite on passe au niveau 2, CFA niveau 2 et ensuite CFA niveau 3. Et après il faut avoir travaillé dans la finance pour pouvoir mettre, vous allez les voir peut-être sur LinkedIn des gens avec marqué CFA à côté de leur nom. Ça veut dire qu'ils ont passé les 3 niveaux et qu'ils ont effectué, je sais plus, me semble, X années d'expérience dans la finance. Petite parenthèse, je suis désolé si vous avez entendu du bruit à côté, il y a un petit peu de bruit dans le couloir de mon appartement. Mais bref, je vais continuer la vidéo. C'est vrai que pour certains métiers, c'est assez important d'avoir le CFA, même si vous venez d'une grande école. On va dire que si vous voulez travailler en France en banque d'affaires, donc vous faire du M&A par exemple, ça va pas vraiment vous permettre de targeter de meilleures banques. C'est toujours un plus. Vraiment, c'est vraiment toujours un plus. Ça vous montre que voilà, c'est un diplôme qui nécessite une grosse charge de travail. Donc, ça vous montre que vous avez des bases financières très solides. Mais néanmoins, c'est vrai qu'entre, on va dire, deux personnes qui ont, on va dire, un parcours professionnel, donc des stages qui sont beaucoup mieux que la seconde personne qui, elle, a le CFA, mais des stages qui sont peut-être un peu moins bien, qu'il a dû négliger à cause de la charge de travail que représente le CFA, alors les banques, les boutiques vont plutôt privilégier la personne avec le bon parcours professionnel. Donc, si ma réponse à la question de cette personne est la suivante, si tu as du temps, je te conseille de le passer, c'est vraiment un plus. Néanmoins, si ça te permet du moins si tu dois négliger plutôt tout ce qui est recherche de stage, préparation dans ton stage, dans ce cas-là, je te conseillerais plutôt de privilégier cette partie-là, même si, comme je l'ai dit, c'est un atout. Mais ce n'est pas un prérequis pour réussir en banque d'affaires du moins. Tout ce qui est niveau marché, c'est quelque chose qu'on y connaît peut-être un petit peu moins, mais néanmoins que je sais, après avoir discuté avec pas mal de personnes, que c'est vraiment quelque chose qui est très reconnu et qui est parfois un prérequis même pour atteindre des grands postes. Et la cinquième et dernière question que j'ai identifiée pour cette vidéo est la suivante. Je me demandais si tu faisais des séances de coaching, notamment pour la partie technique, qui pourrait m'attendre si le premier entretien de mardi se passe bien.
Je ne sais pas trop à quoi m'attendre, état financier, modélisation financière, car j'ai peu d'expérience en finance, seulement mon précédent stage de 3 mois. Alors là, c'est une question qu'on m'a pas mal posée par email, mais aussi quand j'ai pu avoir certaines personnes au téléphone, on m'a demandé ça. J'ai un projet qui est en cours. Je suis actuellement en train de travailler sur un site internet dans lequel vous allez pouvoir trouver différentes informations qui vont vous aider pour préparer la partie technique des entretiens de M&A, qui est une partie que beaucoup de personnes redoutent, et aussi pour préparer la partie fit des entretiens, car c'est une partie qui est peut-être un peu négligée par certaines personnes, mais qui est tout aussi importante. Je ne sais pas exactement quand est-ce que ce site va sortir, car c'est vrai qu'entre faire des vidéos et aussi le travail, c'est vraiment assez dur de consacrer du temps pour développer ce site. Donc vraiment, je fais mon max. Je ferai sûrement une vidéo à ce sujet quand elle va sortir. Donc pour l'instant, j'ai aidé quelques personnes par téléphone. Néanmoins, c'était pas vraiment du coaching. Mais si vraiment des personnes ressentent le besoin, n'hésitez pas à me contacter par email, puis on pourra peut-être en discuter un petit peu plus si la sortie du site dont je vous parle prend plus de temps que prévu. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu et que j'ai permis de vous apporter un petit peu de valeur à travers la réponse aux différentes questions, 5 questions que j'ai traitées dans cette vidéo. Pour les prochaines vidéos, je vais essayer vraiment de sortir sur des thèmes qui devraient vous intéresser, comme par exemple l'argent en banque d'affaires, qui est la journée type d'un stagiaire en M&A. À côté de ça, je me répète, mais vraiment merci beaucoup de vous être abonné à ma chaîne YouTube. Si ce n'est pas fait, je vous invite à le faire, ça me motive beaucoup. Et aussi, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Pour toutes les personnes qui ont regardé mes précédentes vidéos, vous avez pu remarquer qu'il y a un petit changement de décor. J'ai tout simplement déménagé, je suis dans un nouvel appartement. Et je vais essayer de meubler un petit peu autour de moi pour que ça rende mieux à l'image pour les prochaines vidéos. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée. C'était HD, ciao.